vous aurez donc les JAT, la séance qui clôturera les réunions de rentrée 2026. Alors en fait, nous avons donc ces formations continues qui vous donneront la possibilité de maintenir vos connaissances tout au long de l'année sportive, hein. C'est ce que nous souhaitons. Et donc, vous allez, dernière mission du pôle communication, vous allez recevoir normalement lundi une newsletter de rentrée en fait avec quelques infos. Nous espérons que ces informations vous intéresseront aussi également. Donc, bon, j'en ai déjà beaucoup dit, donc je vais laisser la parole à Olivier si tu veux dire un mot, Olivier, avant que nous commencions à voir le contenu du support. Alors donc, bonjour à tous, donc Olivier Sias, dans la commission régionale d'arbitrage. Donc parmi les nombreuses activités de la CRA, il y a la communication qui pour nous est un point vraiment important que l'on puisse créer du lien. Voilà, je le dis, je le redis, c'est important que vous ne soyez pas un officiel seul dans votre coin. Et donc, ces réunions qui sont menées par Vincent, que je remercie pour son engagement, nous permettent d'échanger sur la façon dont on pratique dans la Ligue, les nouveautés éventuelles s'il y en a, qui sont souvent plutôt d'ordre réglementaire, et encore une fois, voilà, de vous permettre de poser des questions sur le fonctionnement, etc. N'hésitez surtout pas, tous les officiels, tous les arbitres, à revenir vers nous, vers Vincent, vers moi, vers vos présidents de CDA, vers le service compétition, quand vous avez la moindre question pour qu'on vous explique, voilà, pour que ce soit le plus clair possible. Je vous souhaite une très bonne réunion à tous. Merci Olivier. Donc, nous allons démarrer la séance. Alors, la séance sera animée par Aurélie Vassenex, également par Benoît Vermeul. Et Nicolas Pisoni est présent parmi nous, mais il essaiera peut-être d'intervenir. Mais en fait, il démarre un tournoi aujourd'hui, donc c'est pas évident en tant que chef des arbitres. Alors, pour le fonctionnement, comme vous l'a dit Benoît au début de la séance, vous aurez les micros coupés pour le moment et vous utilisez le chat pour n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Au niveau de la séance, nous ferons différentes séquences. Donc, une séquence présentation qui sera ensuite, on passera à une séquence questions-réponses et on continuera ainsi toute la réunion de façon alternative, hein. Séance de présentation, séance de questions-réponses. Le but, c'est d'essayer d'animer un peu plus, enfin par ces différentes séquences, de dynamiser un peu la réunion, quoi, si vous voulez. Bon, j'ai beaucoup parlé, là, je suis bavard. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie pour cette réunion et je vous souhaite une bonne séance. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on s'est déjà tous rencontrés. Je connais pas mal d'entre vous. Après, en fonction de là où vous êtes situés, tout ça, je n'ai pas forcément déjà rencontré tout le monde. Donc, je suis arbitre de chaise badge bronze et dans la Ligue de PACA depuis quelques années, là, 3-4 ans. Mais j'habite en PACA depuis longtemps. Et alors, aujourd'hui, on va commencer par faire un petit retour sur la saison passée. Et après, on verra pas mal de choses pour la saison à venir. Alors, comme disait Vincent, on va pas être tellement formation réglementaire, mais pour que vraiment tout le monde ait les mêmes infos et pour préparer au mieux la nouvelle saison. Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé la saison dernière et on va commencer par féliciter tous les arbitres à tous les niveaux qui ont obtenu de nouvelles qualifications. Benoît, si tu peux nous mettre la slide d'après. Donc là, au niveau de la Ligue, il y a quand même eu plus de 90 arbitres de formés, que ce soit toutes qualifications confondues, donc de juge de ligne A1 à 2. Et félicitations aux personnes qui ont obtenu des qualifications de niveau national ou même international, avec Cécilia qui a obtenu son A3 en août dernier, là, dont les résultats sont tombés il n'y a pas si longtemps que ça. Michel Morel qui devient formateur FA3. Et Valentin Cid qui a obtenu le badge bronze international d'arbitre de chaise. Donc félicitations à tout le monde, à tous les niveaux, et pourvu que ça continue pour la nouvelle saison.
Benoît, ouais, prêt. Du coup, on voulait faire un petit retour sur le trophée régional de l'arbitrage de Jean-Claude Thomas et qui mène après vers la phase nationale. Donc, au niveau du trophée national jeune, on a eu une douzaine de participants à la phase finale, un peu à la ligue. Et avec le vainqueur Thomas, du coup, du 06, qui a participé au trophée national de l'arbitrage, et comme finaliste Caroline, du coup, du 83. Et après, alors au niveau du trophée national senior de l'arbitrage, qui là est pour les plus de 25 ans, vu que le trophée se déroule au mois de juin, en fait, celui qui remporte le trophée régional de l'arbitrage est qualifié pour l'année suivante, pas pour juste le mois d'après. Donc cette année, on avait Yannick Müller qui s'est qualifié l'année dernière, qui a participé à la phase finale nationale. Et du coup, Maxime Thébault qui a gagné cette année au niveau régional et qui représentera la Ligue l'année prochaine. Donc, félicitations à tout le monde. Et puis ceux qui sont, on verra plus tard pour cette nouvelle saison, mais ceux qui remplissent les critères pour participer, n'hésitez pas à participer. C'est toujours très formateur et un super moment que de pouvoir aller à la phase nationale. Et même si vous vous arrêtez à la phase départementale, vous aurez appris plein de choses, parce que c'est pas uniquement de l'évaluation, vous arbitrez des matchs, il y a un retour qui vous est fait par des formateurs, il y a des séances aussi un peu en salle pour aborder les points de règlement, donc très formateur. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur ces deux Non, premières pas de slides. questions. Pas de Pas questions de dans le chat, questions? Aurélie. Hmm. Impeccable. Et ben, je laisse la parole à Benoît, du coup, pour vous faire un petit retour sur la saison précédente, sur les grands événements de la saison précédente. Oui, alors donc on va revenir un petit peu sur les grands moments de cette saison. Nos officiels ont quand même pas mal brillé sur pas mal d'événements à la fois en France et à l'étranger. Je sais qu'il y avait pas mal d'inquiétudes de certains avec la potentielle disparition des juges de ligne. Il faut vous rassurer, pour l'instant il y a encore beaucoup d'événements où on nécessite de juges de ligne, que ce soit sur des challengers, sur des ITF. Et même pour le moment, à Roland-Garros, car actuellement, Roland-Garros prend toujours des juges de ligne, notamment pour 2026. Voilà, donc on va voir les différents événements. Donc là, on voit les officiels qui ont officié à Roland-Garros 2025. Voilà quelques photos d'officiels en action pendant ce grand chelem. Nous avons Aurélie Vasnex ici présente, qui a donc représenté la Ligue PACA, également avec Pierre Bacchi, si je ne dis pas de bêtises, à l'US Open Non, 2025. Non, il était pas là. raté. Et ben voilà. Donc Aurélie Vasnex qui était l'une des représentants de la Ligue PACA donc sur l'US Open. Ensuite, nous avons eu comme gros événement le French Riviera Open, qui est l'un des plus gros tournois tennis fauteuil qui se déroule en France. Donc, nous avons Ella Dassanal et Emmanuel de Boucoudré qui ont officié sur la fin du tournoi. Et également pas mal d'arbitres de chaises qui ont officié sur le début du tournoi. Vous pouvez tous les voir. Nous avons donc l'Open de France de pickleball qui a lieu à la Liga Aix-en-Provence, qui réunit énormément de joueurs, un des plus gros événements de pickleball chaque année. Donc on voit Gilles Pamard qui était en train d'officier sur une des finales de cette Open de France. Les différents challengers de la Ligue. Donc là, on peut voir, il y a des photos d'Aix-en-Provence. Je pense qu'il y a du Saint-Tropez. Il y a également des photos hors Ligue. Je pense qu'il y a du Rouen, potentiellement. Alors, la qualité de la photo n'est pas ouf. Je ne sais pas si vous avez la même qualité chez vous. Donc le tournoi d'Ajaccio, tous les ans, Ajaccio est en recherche de juges de ligne pour officier chez eux. Donc vous doutez qu'en Ligue PACA, on est un petit peu privilégié parce que les frais de remboursement des déplacements sont limités. Donc nous, on a la chance d'avoir le bâton ou l'avion qui peut s'y rendre assez rapidement. Les conditions sont quand même assez sympas. Donc pour ceux qui ont l'occasion d'aller faire des lignes à Ajaccio, ça reste un tournoi très sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse à me solliciter ou à solliciter le service compétition. On pourra vous mettre en lien directement avec le directeur de tournoi. Les différents CNGT, vous avez les photos chez vous? Parce que sur mon ordi, je ne vois pas. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est un peu lent, mais ça arrive.
Donc voilà, les différents CNGT, on est quand même une ligue avec pas mal de CNGT. Donc pareil, vous pouvez officier à la fois en chaise ou en juge de ligne pour ceux qui débutent. C'est très très formateur. Vous pouvez voir des arbitres de chaise qui ont un peu plus d'expérience officier. Les championnats de France pro approuvés. Donc là, c'est des photos qui datent de novembre de l'année dernière. Car les championnats de France se déroulent en novembre-décembre. Donc si jamais, normalement les candidatures ont été finalisées pour les juges de ligne, mais si vous êtes encore disponible, n'hésitez pas à nous faire un mail. On donnera vos prénoms auprès des chefs des arbitres. Donc Karine Catania pour le 06 avec le Nice Jordan et Étienne Maître-Pierre pour le TC Marignane dans le comité 13. Donc ensuite, on va vous parler des CDA et CRA. Donc voilà un petit peu l'organigramme de comment fonctionne la Ligue au niveau arbitrage. Donc on a le président de CRA, donc, qui est Olivier Sias, qui s'est présenté en début de visio, qui est accompagné de l'élu en charge de l'arbitrage et la compétition, qui est Jean-Marie Vive, pardon. Vous avez les différents pôles, donc chaque pôle est dirigé par un responsable de pôle. Donc pour tout ce qui est formation, c'est Michael Benoît, qui est également président de la CDA du 04. On a Olivier Sias qui se charge de tout ce qui est désignation, Vincent Suavé pour le pôle communication, Vincent Buisser pour tout ce qui est règlement, pour l'harmonisation des tournois hors catégorie CNGT, Olivier Sias, et pour tout ce qui est préparation niveau TRA, nous avons Cyril Briol du comité 06. Ensuite, on a un pôle remise à niveau qui a été créé l'année dernière pour tout ce qui est principalement pour les rencontres par équipe quand on a des soucis au niveau des juges arbitrage, des erreurs d'arbitrage, etc. Un pôle de remise à niveau. On a un pôle de référent paddle dirigé par Bruno Tissière et un pôle trophée de l'arbitrage dirigé par Mélissa Gaulin pour tout ce qui est trophée régional de l'arbitrage. Et ensuite, pour accompagner tout ça, donc le service compétition avec Antonin Charrier et moi-même qui travaille à la Ligue de tennis depuis maintenant 3 ans. Hop. Au niveau de l'organisation, donc nous avons les différents comités. Donc si vous avez des questions pour vous passer des formations, que ce soit niveau 1 ou niveau 2, vous pouvez vous diriger directement vers ces personnes qui vous communiqueront les calendriers. Pareil, si vous avez des questions, si vous avez envie d'être désigné sur des événements, si vous voulez plus officier cette année parce que vous êtes motivé à évoluer dans l'arbitrage, ça va être vos référents en fonction de vos comités départementaux. Donc Mika Benoît dans le 04, Théo Ferrer dans le 05, Cyril Briol dans le 06, Vincent Busser dans le 13, Frédéric Secondi épaulé par Valentin Cid pour toute la partie arbitrage dans le 83 et Didier Vernet dans le 84. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment. Toujours pas dans le chat. Non, Toujours c'est pas bon. dans le Alors chat. on continue. Alors, je rappelle, On va parler excuse-moi, des nouveautés réglementaires avec Aurélie. 30 secondes. Donc, je rappelle, enfin, je précise pour les personnes qui sont arrivées après, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Et on a des pauses régulières pour permettant de répondre à ces questions. À toi, Aurélie. Alors, on va parler maintenant des nouveautés réglementaires. Alors, au niveau fédéral, il n'y en a pas des milliers non plus, mais on voulait revenir dessus. Donc, il y a quand même des choses qui concernent les nouvelles pratiques dont je reparlerai rapidement après. Donc, est écrit maintenant que les arbitres de niveau A2, A3 ou badges internationaux peuvent officier en tant qu'arbitre de chaise sur des compétitions de paddle, beach tennis, pickleball, sous réserve d'avoir suivi une formation spécifique, soit par leur CRA, soit par la CFA. On ne peut pas aller sur une compétition en étant officiel que de tennis et d'aller comme ça directement, comme ça pouvait se faire avant. Hein. Je l'ai vécu moi-même. On me dit, bah, il y a du paddle, tu vas aller arbitrer, sans avoir fait vraiment de formation avant. Maintenant, on est obligé quand même de suivre une formation. Donc, c'est pas quelque chose qui est documenté, tout ça, qui donne une qualification spécifique, mais il faut quand même prévoir une petite formation avant. Ensuite, ça va concerner ça plus tout ce qui est championnat par équipe.
Alors, vous allez dire c'est plus juge arbitrage, mais si vous, en tant qu'arbitre, vous arrivez sur un terrain et que vous voyez qu'il y a d'autres terrains de tracés dessus, comme ça arrive souvent dans les clubs, les terrains de tennis pour les différentes balles là, pour les enfants de 21 mètres, ou un terrain de pickleball qui est tracé dessus, c'est interdit pour toutes les compétitions type championnat de France par équipe. Si jamais vous le voyez, le juge arbitre n'a pas relevé le matin ou quoi, faites-le remonter. Il est possible d'enlever les tracés ou quoi, mais ne commencez pas un match sur un terrain qui est tracé comme ça. Pour les championnats de France par équipe, hein, on parle bien. Et alors aussi, ça, c'est pareil, ça va peut-être un peu plus concerner le juge arbitrage, mais c'est quand même bien de le savoir. On a pas mal, surtout dans la ligue, des terrains qu'on considérait avant comme des fois couverts. En fait, il y a juste un toit, c'est ouvert sur les côtés. Donc ça, maintenant, c'est considéré, c'est écrit, c'est qu'on considère ça comme un cours extérieur. Au moins, c'est acté. Et pour un cours couvert, il faut qu'il y ait ça soit intégralement fermé avec des murs sur les côtés. Donc, je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si vous aurez des questions ou quoi, n'hésitez pas tout à l'heure. Et Donc, je rebondis par rapport à ça. En tant qu'arbitre, vous êtes aussi vous êtes un petit peu l'expert par rapport à tout ce qui est ces rencontres-là. N'hésitez pas au niveau de vos clubs, à un moment donné, n'hésitez pas, vous êtes dans un club où il y a des semi-couverts et vous savez que le club évolue soit en national ou en Pro A, Pro B ou peu importe, n'hésitez pas à aller les voir. Vous savez qu'il y a cette nouvelle règle cette année. Est-ce que vous avez anticipé? Enfin voilà, vous avez aussi ce rôle voilà, d'être vigilant par rapport à votre club, qui soit prêt pour les championnats à venir. Karine, je vois que tu as levé la main. Juste une question par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir des dérogations ou pas du tout? Ou ça va être la guerre? Je pense qu'à mon avis, l'objectif, c'est que le club puisse anticiper et trouver un club d'accueil en cas de repli, si besoin. Ouais. Je sais qu'en Pro A, Pro B, c'est déjà arrivé que le club de Toulon accueille en extérieur, alors que normalement, en Oui. Pro A, Pro B, c'est exigé en intérieur. Donc je pense qu'il y a des dérogations qui sont possibles, mais je pense qu'ils ont mis ça en place pour que les clubs anticipent et que s'il y a gros déluge et que vous ne pouvez pas jouer sous vos semi-couverts, anticipez d'avoir une solution. Ouais. Sauf que alors la particularité du 06, c'est qu'il y a beaucoup de ces cours semi-couverts. Je prends l'exemple de mon club à l'US Cannes. Pour moi, ça fait déjà 1 an que je leur dis, hein. Mais bon, personne n'a voulu me croire, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça va être compliqué, quoi. Enfin, s'il pleut, il y a 2 clubs qui peuvent accueillir l'ensemble des clubs de national du département, en fait. C'est Voilà, le donc gros problème du 06. Ouais. ça. Donc il va falloir C'est pour ça que je dis anticiper ça va pour être la les guerre. nationales. Ouais. Et il faudra peut-être se déplacer ou prévoir, voilà, si on voit qu'il y a du mauvais temps, peut-être anticiper, aller à Draguignan ou j'en sais rien. Après, il faudra. Vous m'entendez? Oui, Oui, j'ai arbitré à la SLM Cannes. Ça pose vraiment pas de problème. Ces cours, c'est un gros avantage quand tout est mouillé dehors et qu'il pleut, parce que les cours semi-couverts sont parfaitement jouables quand c'est mauvais dehors. Donc, je ne sais pas. tout à fait, Bon, mais ça- là, c'est une nouveauté réglementaire de la Fédé, donc je pense qu'ils mettent ça en place parce qu'il y a dû avoir des soucis les années précédentes avec des clubs qui avaient ces cours-là. Donc je pense qu'ils ne veulent plus se retrouver dans ces situations-là et qu'il n'y ait plus de. Donc ils se protègent en mettant cette règle-là. Le club qui accueille dans un semi-couvert sera en tort si jamais la rencontre ne veut pas se jouer. Oui, oui, je comprends. Mais bon, Voilà. ma foi. Oui, Nicolas. Oui, c'est Cécilia. Je reviens sur ces semi-couverts. Quelle va être la sanction si on décide de jouer sur ces semi-couverts? Parce qu'à l'US Cannes, s'il ne pleut pas en travers, c'est entièrement jouable. Quelle va être la sanction? À part faire Ça, une je fiche pense, d'observation, est-ce qu'il y a une sanction derrière qui va tomber? ça sera des questions, je pense, à faire remonter nous à la Fédé, ou même directement les clubs. Je crois que quand vous avez le guide des NA-N4, je crois que vous avez un contact et leur demander directement, voilà, nous on peut jouer si c'est de la fine pluie.
Est-ce qu'on peut maintenir la rencontre chez nous et prévoir une solution de repli si vraiment extrême urgence? Parce que de toute façon, les rencontres ne peuvent pas être reportées dans ces divisions. Oui, tout à fait. Parce que Donc, si c'est voilà. deux clubs sont d'accord, Oui, voilà, si les deux clubs sont d'accord, à part faire une feuille d'observation au pire, on pourra jouer quand même, quoi. Oui, en jugeant qu'il n'y ait pas de danger pour les joueurs, quoi, bien sûr. bien sûr. Oui, comme ça se fait Enfin, c'est actuellement jusqu'à maintenant. le banal du juge-arbitre, quoi. En tout cas, en tant que club, moi, je pense que la meilleure des sécurités, c'est de faire un mail directement au service compétition de la Fédé qui est responsable de ces championnats et d'avoir un écrit qui vous dise, bah oui, nous, on vous autorise à jouer, etc. Comme ça, si vous faites la demande et qu'ils vous le valident, vous aurez des écrits si à un moment donné, ça se retourne contre vous. D'accord. C'est la précaution que je prendrai. Voilà. Ok. Merci. Il y a d'autres questions avant qu'on Oui, passe aux alors, qualifications? non, par rapport il y a des questions par rapport à ce qu'a dit Aurélie, donc sur les formations spécifiques. Karine demande comment suivre cette formation. La diapo d'avant, tu sais, Aurélie. Oui, Pour alors l'article ça, 25. je pense, quand ils veulent dire ça, alors après, à chaque événement, de mettre en place quelque chose, à voir si au niveau de la ligue, avec le temps, est nécessaire, par exemple, d'organiser une petite formation qui serait validée au niveau de la ligue en disant, voilà, tous les officiels, par exemple, sur le paddle, est-ce que ça vaut le coup de faire une seule formation ou ça se fait un peu à chaque tournoi? Au pickleball, par exemple, à l'Open de France de pickleball, c'est une formation qui a été faite juste avant l'événement. Les officiels sont venus la veille pour faire une formation. Il n'y a pas, pour le moment, les contours sont pas bien définis, mais ils ne veulent plus. En tout cas, le but, c'est qu'il n'y ait plus d'arbitres qui fassent que du tennis, qui se retrouvent à faire un événement sans mais des fois sans forcément connaître exactement toutes les règles, hein. Là, il faut qu'il y ait une formation avant. Donc, à voir avec chaque événement comment ça va s'organiser. Et vous, si jamais vous êtes convoqué, désigné sur une pratique, que ce soit paddle, beach tennis ou quoi, à vous renseigner auprès soit du juge-arbitre ou de l'organisation de tournoi. Ben voilà, moi je ne suis pas formé à cette pratique. Est-ce que vous avez quelque chose d'organisé avant la compétition pour former voilà. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès directement de l'organisation ou du juge-arbitre. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas prévu, ils essaieront de mettre en place quelque chose pour être en règle pour la compétition. Donc, autre question de Sylvain. Si on fait l'Open de France de pickleball, est-ce considéré comme une formation? Alors, nous, cette année, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. On a une arbitre internationale qui était présente sur place, qui a fait la formation avec Damien Dumusois aux officiels présents sur les règles de base, etc. Donc, dans ce type de cas, oui, ça compte comme une formation et ça pourra vous servir si vous faites d'autres événements pickleball dans l'année. Question de Béatrice. Est-ce que cet article donc, sur les cours semi-couverts est valable pour les pistes de paddle? Très, très bonne question. Benoît, tu comprends pourquoi je pose cette question? Tout à fait. Très très bonne question. À la différence du paddle, c'est que pour tout ce qui est championnat régional, il y a des dates de report possibles. Là, on n'est pas sur on n'est pas sur du championnat de France, donc il y a des dates de report possibles. Si tu parles de nos championnats régionaux, nous, on a des phases de report prévues. Non, non, je parle du P1000 qui nous a été refusé parce que nous n'avons pas les 3 pistes identiques. Alors, si notre semi-couvert est considéré au niveau de l'article 109 comme un extérieur, nous avons donc 3 pistes identiques, du coup. Ouais, alors ça, c'est vraiment là, c'est spécifique tennis. Ces articles-là, c'est spécifique D'accord, tennis. c'est tennis. Après, ok. voilà, après, tout ce qui est paddle, ils ont leur propre cahier des charges, entre guillemets, des tournois, qui est différent. D'accord. Mais bon. Pour moi, revenir à ta situation, j'avais sollicité la Fédé, directement le service paddle, qui m'avait expliqué que voilà, pour eux, semi-couvert et couvert, enfin et extérieur, ce n'était pour eux pas la même surface. Voilà. D'accord, ok. Merci. Alors, Donc, au niveau dernière des question. qualifications.
Pardon. Ah, j'ai pas Excuse-moi, compris je t'ai encore une coupé. question. Non, vas-y. Quel est le process pour se faire homologuer arbitrage paddle ou pickleball via une formation régionale ou fédérale? C'est Alors un peu. actuellement, ils demandent que vous suivez une formation, mais il n'y a pas, c'est pas encore officialisé. Il y aura pas, vous n'aurez pas un truc sur votre espace arbitrage qui dira j'ai suivi une formation. Pour l'instant, c'est un peu du non officiel. Alors je ne sais pas si à terme ils ont prévu de créer ces statuts dans mon espace arbitrage, comme quoi vous avez suivi une formation spécifique. Mais voilà, c'est pas un truc officiel comme le A1, le A2 aujourd'hui. Et la dernière à laquelle je peux répondre, pourrons-nous disposer d'une copie électronique de cette présentation? Alors, vous recevrez, tu me corriges, Benoît, si je me trompe, mais vous recevrez la présentation qui est en train d'être partagée. Vous recevrez un lien pour voir le replay, en fait, si vous le souhaitez. Et vous allez aussi recevoir un lien vers une enquête de satisfaction qui permettra de savoir, hein, comme on dit, on peut toujours s'améliorer. Donc, on vous posera un certain nombre de questions. Ça sera entièrement anonyme, hein, donc pas d'adresse mail, pas de nom, de prénom. On vous demandera rien. En tout cas, pas ça. Juste de répondre aux questions, de Et façon à ce que Oui, vas-y, vous Benoît. aurez également le support de présentation Canva. Le support, vous Oui, l'aurez aussi. Voilà, celui qui est partagé, là, oui, c'est ce que j'ai dit. exactement. Voilà. Il y aura la visio sera redisponible en replay pour ceux qui seront absents et vous aurez le support également en PDF. Voilà. Voilà. Ben, je crois qu'Aurélie, on peut te laisser la parole donc pour la diapo Alors, qui est affichée. alors, On va parler des je prends. qualifications. Ouais. Oui, c'est tout bon. Alors, est apparu cette année, vous savez, quand vous avez une qualification, c'est soumis à une activité minimum qui dépend de votre niveau. Et est apparu cette année de manière officielle dans les règlements un procédé qui est carrément automatique de mise en sommeil dès que vous êtes inactif pendant un certain temps. Parce qu'alors, bon, en PACA, c'était quand même suivi, il y avait des mises en sommeil qui étaient faites ou quoi, mais je peux vous dire qu'il y a des ligues, il y a des officiels qui n'ont pas arbitré un match depuis 10 ans et qui ont encore leur qualification. Donc là, la Fédé a mis un stop à ça. Donc, vous avez des périodes là, où, sans activité, vous serez automatiquement mis en sommeil. Ce qui peut se comprendre, enfin, vous imaginez un officiel de niveau 2 qui arbitre pas pendant 3 ans. Est-ce qu'il serait raisonnable de remonter sur la chaise en championnat de France par équipe? Je ne pense pas. Et donc là, ça a déjà commencé au niveau 3, il y en a qui ont perdu des qualifications et ça va descendre de plus en plus. Donc, on verra par la suite, mais bien penser toujours à rentrer son activité en ligne, car maintenant, tout passe par informatique, donc le rapport d'activité est un élément essentiel de l'arbitrage. Pour Pour tout ce rebondir qui est... aussi là-dessus, donc ne soyez pas étonnés. Donc là, la première année des mises en sommeil automatiques vont commencer prochainement. Je ne sais pas quand exactement, mais voilà, il va y avoir des déqualifications. Il y a un problème dans leur logiciel de déqualification. Il est possible que certains se fassent déqualifier alors qu'ils ont l'activité. Nous avons reçu des fichiers de chaque comité pour nous indiquer les personnes dont il ne faut pas déqualifier le niveau. Donc nous, on aura à la charge de vous requalifier si jamais ça a été fait. Et si jamais vous voyez que vous avez perdu votre qualification, n'hésitez pas à nous faire un petit mail en nous indiquant que ça a été une erreur pour qu'on vous remette la qualification active. Voilà. Et pendant que Et nous on parle sommes sur le sujet, attends, Gérard. de chaise Attends, Gérard, ou de s'il te juge plaît. d'arbitre? Gérard, si tu Pardon. peux. Ouais, merci. Arbitre de chaise. Alors, D'accord. une question de Karine. Est-ce que pour être désactivé, mise en sommeil, est-ce qu'il faut une inactivité totale ou pas le nombre de chaises requis minimum? C'est une activité totale, inactivité totale, je pense. Ou je ne sais pas. Oui, là, on parle d'une inactivité totale. Après, ne pas oublier que la CRA a la main pour les niveaux 1 et 2 et la CFA pour les niveaux 3. Si l'activité minimum requise n'est pas faite plusieurs années de suite, ça peut aussi entraîner une déqualification. Olivier, tu voulais intervenir du coup? Oui, voilà. Ouais, je peux répondre sur cette question. Effectivement, on a deux modes on a un mode brut où vraiment, quand il n'y a rien du tout, la Fédé a pris la main et déqualifie. Alors, quand on dit déqualifie, c'est la mise en sommeil. C'est-à-dire que
Si vous étiez niveau 2, vous repassez niveau 1 et votre niveau 2, il est inscrit comme étant en veille sur l'admin. Et donc, pour le retrouver, il faut faire notre remise à niveau. Même chose pour le niveau 1. Donc, ça, c'est fait directement par la Fédé. Après, nous avons des recommandations dans la PACA pour garder la qualif avec un certain nombre de chaises à faire ou de rencontres à faire pour les juges arbitres. Donc ça, en fait, c'est à notre appréciation. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, nous sommes en droit de vous mettre en veille par rapport à ça. Donc ça, ce sont sur les critères CRA. Et puis, la plupart du temps, quand c'est plus ou moins fait et qu'il y a quand même quelque chose qui est fait, on prend contact avec l'officiel, on lui dit qu'il faut qu'il fasse un petit peu plus, mais qu'on ne le déqualifie pas. Mais toujours est-il que donc on a donc 2 niveaux de déqualification. Il y a le premier niveau brut de décoffrage qui vient de la Fédé sur lequel on n'a pas la main. C'est si vous ne faites rien, donc c'est ce que vient d'expliquer Aurélie. Et après, il y a la deuxième rang où la CRA et les CDA s'autorisent à vous déqualifier si vous n'avez pas l'activité suffisante. Voilà, pour être complet. Merci Olivier. N'hésitez pas. Si une année, vous allez pouvoir moins arbitrer parce que vous avez des études, le travail permet moins ou quoi, soyez proactifs. N'hésitez pas à communiquer avec votre CDA, avec la CRA pour expliquer. Tout peut s'entendre et ça sera beaucoup plus apprécié d'avoir une explication en amont que ce soit la CRA ou la CDA qui soit obligée d'aller au devant de l'officiel pour dire attention, il n'y a pas eu d'activité ou quoi. N'hésitez pas, si vous voyez qu'en fin de saison, vous allez être, il va vous manquer des matchs. Et si vous recherchez des événements parce que vous voyez qu'il va vous en manquer, n'hésitez pas aussi. Il y a plein d'événements, ça peut se trouver sans problème. Mais ne vous y prenez pas au dernier moment. N'attends pas le dernier mois pour se dire « Ah, il faudrait que je fasse 5 matchs et de devoir courir pour les faire. » Du coup, on va passer à tout ce qui est formation. Si vous êtes motivé, que vous voulez progresser dans l'arbitrage, n'hésitez pas. Il y a des formations tout au long de l'année qui sont dispensées dans les comités et après pour le niveau au-dessus, au niveau de la FFT. Donc tout ce qui est niveau 1 et 2 en PACA sont organisés par les comités. Vous retrouverez on vous a montré les adresses mail et on va vous montrer, il y a un lien qui est disponible dans la présentation, où vous avez le calendrier des formations dans chaque comité. Donc, si vous êtes niveau 1, vous êtes tenté par le niveau 2, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas sûr des prérequis, vous pouvez écrire à votre président de CDA qui vous indiquera si pense que ça peut être bon pour cette année ou si au contraire, ça peut être bon des fois de rester une année encore niveau 1, de faire des matchs pour progresser, engranger de l'expérience, des conseils et arriver plus sereinement sur une qualification niveau 2. Donc, n'hésitez pas, surtout, pareil, soyez proactifs, contactez votre CRA, la CDA. Et si dans votre club, vous avez envie vous voyez qu'il y a des gens motivés qui veulent faire l'arbitrage ou le club a besoin aussi, des fois, le président de votre club peut vous dire il faudrait qu'on ait plus d'arbitres, tout ça. N'hésitez pas à contacter les CDA. Il est possible d'organiser des formations de niveau 1 dans les clubs si besoin. C'est toujours pareil, ça va s'organiser avec la CDA ou d'orienter ces personnes vers le calendrier des formations où là, elles pourront trouver leur bonheur et venir se former. Après, si vous êtes déjà de niveau 2, que vous voulez progresser, il y a toutes les qualifications de niveau 3. Donc là, il y a une préparation sur 1 voire 2 ans plutôt qui est organisée au niveau de la ligue, où vous allez être suivi, il va y avoir des séances de formation, que ce soit en salle ou sur la chaise, pour vous amener le plus sereinement possible vers l'examen de niveau 3. Savoir que l'examen en soi dure presque une saison, parce que vous êtes évalué au cours de la saison. Si vous passez ce premier écueil, après vous êtes autorisé à venir passer l'examen de niveau 3. Donc, ça se prépare. On ne décide pas du jour au lendemain, on se dit, tiens, je vais passer le A3 et de se lancer. Donc, y réfléchir. Pour la saison qui arrive, là, il y aura comme d'habitude le même process de formation. Et il faut bien prévoir 2 ans pour pouvoir arriver sereinement à l'examen.
Donc, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est du coup formation? C'est un gros point. Rien dans le chat, mais On continue non. du coup? Oui, tu peux. C'est Benoît, Ça arrive, ça arrive. c'est ça? Ou c'est toi? Je ne sais pas. C'est toujours Aurélie pour cette partie. Ouais. Du coup, alors on parlait tout à l'heure des grands événements de la saison dernière. Et là, on va vous parler des grands événements de la saison qui arrive. Alors, malheureusement, on a perdu l'Open 13, qui concernait, du coup, il n'y avait plus de juge de ligne depuis cette année déjà, où c'était des match assistants. Avec on va retrouver sur les grands événements internationaux cette nouvelle fonction qui a commencé la saison précédente et qui va de toutes les façons monter en puissance avec l'arrivée de l'arbitrage électronique, de match assistant, qui c'est vraiment l'assistant de l'arbitre de chaise, ça marche par paire de deux, vous êtes au bord du terrain, et pour assister l'arbitre de chaise dans tout ce qui est, alors principalement changement de balle, accompagnement des sorties toilettes, et après tout ce qui peut arriver sur le terrain où il y a besoin d'aider l'arbitre de chaise. Donc on retrouve sur le Masters 1000 de Monaco, où là c'est l'arbitrage électronique, il n'y a plus de juge de ligne, donc on est avec des match assistants. Il y a 3 challengers dans la ligue, donc c'est quand même une des ligues où il y en a le plus en France, avec Cassis, Saint-Tropez et Aix-en-Provence. Donc on n'a pas encore... faut savoir, la saison internationale, elle se finit en décembre, elle est calée sur l'année calendaire, pas comme la saison française. On finit la saison internationale là où c'était avec des juges de ligne sur les challengers en France encore. On n'a pas les dernières directives pour la saison prochaine, mais peut-être sur les gros challengers passer en arbitrage électronique, mais ce n'est pas fait. Donc pour le moment, on est encore sur des juges de ligne. Et il faut savoir, du coup, par exemple, Aix-en-Provence là, devient un des plus gros événements en France, hors Roland-Garros, avec des juges de ligne sur terre battue. Vu qu'il est sur le circuit ATP, il y a, sur le niveau au-dessus, à partir des ATP 250, il n'y a plus de juges de ligne partout dans le monde. Pour tout ce qui est arbitre de chaise, il y a quand même 5 tournois ITF juniors. Des tournois qui sont très formateurs, où à chaque fois, il y a un formateur qui est présent sur le tournoi, un chef des arbitres qui fait aussi office de formateur, où vous faites quand même beaucoup de matchs sur la semaine, qui vous permet d'engranger beaucoup d'expérience. Donc profitez-en, il y a des niveaux très différents. Sur Istres, Cap d'Agde, Beaulieu, on est sur des niveaux qui sont dans presque les plus hauts niveaux internationaux, donc il va déjà falloir une certaine expérience. Mais sur les autres, c'est le moment de se lancer sur le circuit international avec déjà des débuts un peu d'arbitrage en anglais, pas mal de joueurs étrangers, tout ça, donc très formateur. Après, des ITF professionnels, des tournois professionnels masculins à Grasse et à Nice, où là, il y a et des arbitres de chaise. Donc, pour être arbitre de chaise, il faut au moins être A3 ou candidat A3. Et des juges de ligne aussi qui sont recherchés pour ça. Et on en parlait en ouverture de la séance, un très gros tournoi ITF paratennis, le French Riviera, où, et pareil, il y a des arbitres de chaise et des juges de ligne. Au Après, niveau sur toutes les... Oui. Au niveau des ITF juniors, à Avignon, il y a 2 ITF juniors différents. Il y a l'ITF du Pontet et Sorgue-Bolène. Donc en fait, officiellement, il y en a 6. Il y en a un qui a Voilà, été donc, oublié. encore une raison de plus d'arbitrer et d'avoir de l'activité au sein de la Ligue. Et après, sur tout ce qui est niveau national dans la Ligue, donc il y a 2 équipes en championnat de France cette année. Donc l'occasion de faire d'être juge de ligne. Donc ça joue soit le samedi, le dimanche ou le mercredi de temps en temps. Donc c'est des matchs, ce sont des joueurs professionnels hein, pour la plupart, joueurs et joueuses professionnelles qui jouent ces compétitions. Donc ça peut être une très bonne expérience en tant que juge de ligne. Et après, on a vu de très nombreux tournois CNGT. Pareil, très formateur où ça joue. Bah, après, vous allez arbitrer en fonction de votre niveau, bien sûr. Hein. On ne va pas vous lancer sur les finales de CNGT comme ça. Mais où il y a besoin d'arbitre de chaise et aussi de juge de ligne. Ça vous permet de gagner encore en expérience. Et après, on va vous montrer un lien pour le calendrier de la Ligue. Au niveau de la Ligue, il y a des événements quasi toute la saison. Benoît cherche des arbitres toute la saison. Donc, si vous voulez arbitrer, il y a largement de quoi faire.
Et il y en a vraiment pour tous les niveaux. Il ne faut pas vous dire parce que vous êtes niveau 1, non, ce sont que des grands événements, quoi. Il y a vraiment c'est adapté à tous les niveaux. Et sachez que sur certaines compétitions, on met des coachs évaluateurs qui sont là justement pour vous apporter des conseils sur vos matchs à la Ligue. Donc voilà, c'est formateur également de venir officier à la Ligue. Alors bien sûr, on va pas vous mettre sur des secondes séries tout de suite si vous débutez en tant que 1, mais on a des trophées où on va avoir des enfants de 8, 9, 10 ans où ben, vous pouvez commencer à arbitrer sur ce type de catégorie d'âge et à prendre de l'expérience comme ça. Avant de changer, on peut revenir légèrement en arrière, si ça ne vous dérange pas. Il y a une question sur la mise en sommeil. Pour un A2, en fait, quel est le nombre minimal de chaises pour le A2 afin de ne Le pas A2, être mis en sommeil? si je dis pas de bêtises, c'est 20 chaises pour le maintenir le A2. 20 Avec chaises sur la saison sportive. un nombre minimum de Je vais me secondes séries? permettre, Non. Non, il n'y a je vais pas me de permettre, minimum de Benoît. Oui, Donc le pack arbitrage, donc 20 chaises, c'est le FFT. Et le pack arbitrage, donc LOCFOC régional, on va dire, nous, on a préconisé, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on a dit 10 chaises sur 2 années sportives avec un minimum de 2 secondes séries. ok. Si c'est pas Et- 10, c'est 15. Mais voilà. C'est donc du coup, nous, on évalue sur 2 ans pour pouvoir, voilà, effectivement, comme disait Aurélie, s'il y a une année, on travaille moins, laisser une chance de se rattraper l'année d'après. Ouais. C'est bon, pas d'autres questions? Bah, il y a Emmanuel qui a répondu partiellement. Donc, bonsoir. Avez-vous les dates du tournoi ITF de Nice? Donc, Emmanuel a répondu semaine du 8 juin 2026 au Nice LTC. Et même chose pour l'ITF Junior à Nice. Est-ce que vous connaissez les dates déjà Alors, je sais que le W35, les dates ont été validées. Nice, je ne sais pas si encore il a été validé. C'était prévu, mais je ne sais pas si ça a été. Pour le Karine, junior, tu il peux n'y a peut-être nous en pas, dire plus. encore le calendrier officiel. Les dates de l'ITF, le W35, c'est la semaine du 8 juin, bien évidemment. Ouvert au A3 minimum ou candidat A3. Pour l'ITF junior, il remplace l'ITF junior de Menton. Et de mémoire, c'est Juste après Beaulieu. ces dernières semaines d'avril. 23 avril, un truc comme ça. J'ai pas les dates exactes en tête, mais c'est dans ces eaux-là. C'est juste après Beaulieu, je crois. C'est juste après Voilà. Beaulieu. Juste Merci. après Beaulieu, donc oui, ça doit être dernière semaine d'avril, Merci. Merci, Karine. de rien. Et là, par contre, les A2 peuvent postuler aussi pour l'ITF junior, pardon. Même s'ils ne sont pas candidats à 3. Voilà. Voilà. Vous Merci. savez tout. On peut continuer alors. C'est Benoît, je crois, cette fois. Oui, je vais prendre le relais pour tout ce qui est candidature. Donc, vous avez différentes étapes et différents niveaux pour arbitrer. Donc, vous avez tout ce qui est candidature aux compétitions nationales ou internationales. Donc, tout ça, ça va se passer sur Mon Espace Arbitrage. C'est le site où vous devez rentrer votre activité. Alors, si vous êtes sur des tournois où le juge arbitre saisit vos matchs, enfin, saisit les arbitres sur les matchs directement, ça se met automatiquement normalement dans votre espace arbitrage, mais ça vaut toujours le coup de vérifier. Et par contre, si jamais le juge arbitre ne saisit pas les matchs, vous pouvez, aller saisir manuellement votre compétition en mettant bien le nom du juge arbitre pour vérifier que vous avez bien effectué votre arbitrage dans le tournoi. Donc, dans cet espace arbitrage, vous allez avoir une rubrique compétition. Ici, bon, c'est un petit peu flou, ça ne rend pas très bien, mais vous avez une rubrique compétition. Et quand vous allez aller dans cette rubrique, il y a carrément un lien qui va vous amener sur candidature arbitrage. Et dans cet espace candidature arbitrage, vous allez voir tous les tournois professionnels, que ce soit junior ou senior. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, Nicolas me confirmera ça, vous ne voyez que les tournois auxquels vous pouvez candidater. Si vous n'avez pas le niveau, vous n'allez pas voir les candidatures. Donc ne soyez pas étonnés si certains de vos collègues arbitres peuvent candidater à des tournois et pas vous, c'est peut-être que vous n'avez pas le même niveau.
Voilà, les tournois ne vous sont pas ouverts. Par contre, si vous les voyez, vous pouvez être sur tous ces tournois sans problème. Petit rappel, du coup, quand vous candidatez, pensez bien à prévenir, si vous candidatez sur des événements hors ligue, à prévenir votre président de CRA, donc Olivier, que vous souhaitez officier à l'extérieur de la ligue. En tant qu'arbitre A1 ou A2, vous devez avoir l'accord de la CRA pour officier hors ligue. Et quand vous candidatez, pareil, soyez vigilant à quel tournoi vous candidatez, ne pas candidater sur 2 tournois en même temps. Et si vous le faites, prévenir les tournois. Quand vous candidatez, vous notez j'ai également candidaté à tel tournoi ou j'ai également candidaté à des événements de ma ligue sur ces dates-là. Parce que si jamais on vous accepte des 2 côtés, vous allez devoir à un moment donné vous désister d'un des 2 côtés. Si vous n'avez pas prévenu en amont, ça ne sera pas apprécié du chef des arbitres. Donc voilà, on vous demande bien de vous rappeler où est-ce que vous candidatez et que si vos dispos changent, de prévenir. Ne pas attendre que vous soyez désigné pour vous désister. Voilà. Parce que derrière, potentiellement, vous pourrez être bloqué sur d'autres tournois. Et donc, on a fait un rappel. Donc, pour l'instant, les juges de ligne sont bien maintenus pour 2026 à Roland-Garros. Donc, vous pouvez candidater jusqu'au 31 octobre pour les officiels niveau A2 et plus. Alors, je sais que cette année, ils ont fait l'effort de prendre des officiels avec moins d'expérience en tant que juge de ligne pour officier sur la partie junior et wheelchair sur la 3e semaine. Donc, je pense qu'ils vont essayer de refaire un peu le même principe cette année pour donner un maximum de chance aux officiels d'officier à Roland-Garros. Donc, n'hésitez pas à candidater, mais surtout à avoir de l'activité d'ici Roland-Garros sur terre battue. Et ensuite, vous avez toute la partie événement ligue. Donc là, les candidatures sont différentes. On n'a pas de plateforme. Donc là, vous allez recevoir par mail tout au long de l'année différentes périodes de candidature. Vous allez pouvoir candidater via un Microsoft Form. On l'envoie en mail, mais on l'envoie également sur le groupe WhatsApp. Donc vous pouvez flasher le QR code qui vous amènera sur le groupe WhatsApp des arbitres de la ligue si vous n'y êtes pas encore. Et on met également les liens pour candidater sur ce groupe WhatsApp. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater les ouvertures de candidature. Parce qu'on sait que sur WhatsApp, en général, tout le monde voit les messages. Même si on a tendance à mettre en sourdine parce qu'on a beaucoup de groupes WhatsApp et on a beaucoup de messages. Ce pourquoi je vais rebondir encore une fois. Ce groupe WhatsApp a pour objectif de vous transmettre des informations principalement descendantes. On a volontairement laissé les messages ouverts parce que si à un moment donné, un club, un arbitre cherche en urgence a un besoin en urgence dans un tournoi, vous pouvez poster votre message sur ce groupe pour dire voilà, ce week-end on a eu un désistement, on a un arbitre malade, on a besoin de quelqu'un, est-ce que quelqu'un est dispo? Voilà, vous pouvez vous en servir, mais par contre, merci quand je demande des disponibilités de venir nous répondre en privé. Pourquoi? Parce qu'on est quasiment 200 arbitres sur ce groupe. Et quand vous mettez un message sur ce groupe, ça fait sonner tous les téléphones, ça fait beaucoup de notifications. On sait qu'on ouvre facilement des groupes WhatsApp à la fois au travail, à la fois dans l'arbitrage. Et donc, après, ça fait de la pollution au niveau des notifications. Donc, merci de ne pas répondre sur ce groupe. Pareil pour ce soir, je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont répondu, je ne serai pas dispo, désolé, etc. C'est pas grave si vous n'êtes pas disponible. Vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier. Voilà, il n'y a pas forcément l'utilité de mettre le message dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, je voulais bien faire le rappel de mettre des messages Ceux qui uniquement ne sont pas urgents dispo, et je les déqualifie. et donc pour ceux qui ont demandé dans le groupe, oui, vous aurez le support plus tard. Au niveau des sélections, comment ça se passe? Donc nous, une fois qu'on a les candidatures, on se voit avec le pôle désignation de la Ligue pour sélectionner les arbitres sur les événements de la Ligue. En général, on essaye d'envoyer les sélections, les présélections et les non-sélections un mois avant l'événement. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Des fois, on arrive à faire un peu plus qu'un mois. Mais voilà à peu près la moyenne de sélection. Vous pouvez suivre également tout ce qui est désignation sur le lien. Donc là, vous ne pouvez pas cliquer évidemment, mais quand vous aurez le support, vous pourrez faire copier-coller et le mettre dans votre barre de recherche qui vous amène sur toutes les désignations. Comme ça, si à un moment donné, vous voulez voir si vous avez été désigné ou si les désignations ont été faites ou pas encore, vous pouvez le suivre directement sur ce lien.
Et vous pourrez voir également les calendriers de l'année. Donc, vous saurez à peu près quand on a des événements et quand on recherche des officiels. Et enfin, oui, pour les présélections, je vais aussi préciser pourquoi on fait des présélections. Tout simplement pour les matchs par équipe, on ne sait pas à l'avance quelle équipe va finir en finale. Et du coup, si c'est deux équipes, par exemple, du 06 qui se qualifient pour la finale, ça peut arriver qu'on fait des finales sur le site des Combes à Nice. Donc dans ce cas-là, on va effectivement privilégier les arbitres du 06 pour officier sur ces rencontres. Donc c'est pour ça qu'on fait des présélections pour que vous réservez vos dates sur ces week-ends-là, mais il est possible que ça soit annulé parce que le site d'accueil bouge entre-temps. Et enfin, dernier lien important, donc c'est le lien Facebook. Il y a un groupe Facebook pour tout ce qui est arbitre et juge-arbitre, pour les clubs également, pour rechercher des officiels, soit pour vos tournois, pour vos finales de tournois, parce qu'on rappelle que toutes les finales de tournois doivent être arbitrées en fonction de la catégorie de tournoi, mais voilà, toutes les finales à minima doivent être arbitrées. Et donc, grâce à ce groupe, vous pouvez, vous en tant qu'arbitre, indiquer que vous êtes disponible, que vous êtes en recherche de match et que les clubs peuvent vous solliciter. Et à l'inverse, les clubs peuvent poster des messages pour rechercher des arbitres. Je vais laisser Aurélie prendre le relais sur tout ce qui est rapport d'activité. Du coup, on a commencé à en parler. Donc, vraiment, le point important, on officie, on vérifie que le rapport d'activité a été mis à jour ou on le met à jour. Ça va vous servir pour les candidatures, on a vu pour les différents tournois, parce que votre rapport d'activité, du coup, si vous postulez à un tournoi, même que ce soit dans la ligue, le pôle désignation, il y a accès, ou à l'extérieur de la ligue, j'ai encore plus, mais il faut absolument que ça soit à jour, parce que le chef des arbitres du Challenger de Brest ne va pas connaître tous les arbitres de PACA, par exemple. Donc, il va aller, bien sûr, il va demander l'avis au comité de désignation, mais pour se faire un avis, il va aussi consulter votre rapport d'activité. S'il n'est pas à jour, il y a écrit que vous avez fait 0 journée en ligne, c'est sûr que vous n'allez pas être sélectionné. Alors que, on le voit encore, hein, des gens qui ne rentrent pas leur activité et du coup, après, qui se plaignent de ne pas être pris sur les tournois. Mais on sait du coup pourquoi. Pour s'inscrire à une formation, on va vous demander si vous voulez passer le A2, par exemple. S'il n'y a rien dans votre rapport d'activité et qu'on voit qu'il y a 2 matchs sur la saison dernière, bien sûr, votre inscription ne va pas être prise en compte. Donc, pareil, très important de mettre à jour. Et comme on avait dit, pour le maintien de la qualification, pour éviter des déqualifications, pensez vraiment, ça prend 2 minutes à faire sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou quoi, mais pensez à vérifier que ce soit bien à jour. Si je peux rajouter un tout petit truc sur ça. Oui, vas-y Nico. Du coup, au niveau FFT, c'est le juge-arbitre donc, qui remplit votre activité. Il se peut des fois que le juge-arbitre oublie de vous affilier au match que vous avez arbitré. Donc, n'hésitez pas à le contacter en lui disant « J'ai arbitré ça, c'est pas sur mon espace. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger ça ?» Et donc, tout ce qui va être sur votre arbitrage de chaise ou de ligne sur le circuit pro, donc ITF, ITF Junior, Challenger, etc., c'est à vous de le remplir à la fin du tournoi. Donc voilà, nous, en tant que chef des arbitres, quand on regarde les activités de tout le monde, parce qu'on ne peut vraiment pas connaître tout le monde, on se fie vraiment à ça. Donc si vous ne le faites pas, forcément, que ce soit moi, que ce soit notre chef des arbitres, on ne peut pas deviner que vous ayez votre activité parce que nous, on la voit pas. Donc vraiment, c'est important, n'oubliez pas de le faire. Juste un petit détail. Vous m'entendez? Oui, Gérard. Oui. Avant d'envoyer la lettre. Oui. Non, vas-y. C'est pour rigoler. Vos matchs arbitrés, si vous pouviez mettre ES au lieu de ER, ça serait bien. Désolé, c'est pour plaisanter. C'est ma déformation professionnelle. Et enfin, un point important, si vous voulez candidater sur des événements hors ligue ou sur des tournois internationaux, vous devez avoir un minimum d'activité dans votre ligue. N'espérez pas aller arbitrer à Roland-Garros si vous n'avez jamais officié à la ligue. Parce que les présidents de CRA sont sollicités
pour savoir est-ce que tel officiel mérite d'aller sur ce tournoi ou sur ce tournoi. Donc, vous devez avoir un minimum d'activité au sein de votre comité ou de votre ligue pour pouvoir espérer à des tournois un peu plus prestigieux, entre guillemets. Et aussi dans la saison, des fois, il va falloir faire des choix. Enfin, vous n'aurez pas forcément le choix. S'il y a un événement dans la ligue et qui est de votre niveau, l'événement en ligue est bien sûr prioritaire à un événement hors ligue. Donc, oui, des fois, il y a pendant surtout toutes les phases finales des championnats de ligue ou quoi, où il y a vraiment besoin d'officiels. Et il se peut que la ligue mette une priorité sur ça plutôt que sur votre candidature à l'extérieur de la ligue. De toute façon, toutes les candidatures extérieures de la ligue, Olivier et le comité de désignation doivent donner son accord. Donc, ça peut arriver que sur une semaine dans l'année ou quoi, le comité de désignation dise non parce qu'il y a des besoins dans la ligue. Et du coup, c'est cette compétition-là qui sera prioritaire. Et surtout, les présidents de CRA aussi, s'ils voient que vous avez de l'activité en dehors de la ligue, mais que vous n'en avez aucune dans la ligue, à un moment, ils vont dire, bon, bah, lui, il nous aide pas, ben, on va le bloquer. C'est pas forcément le cas d'Olivier qui le fait pas souvent, mais j'ai travaillé avec certaines ligues qui, eux, n'hésitent pas vraiment à bloquer leur officiel s'ils ont 0 activité dans leur ligue ou vraiment le minimum syndical. Donc voilà, donner du temps pour votre ligue, c'est aussi important si vous voulez aller à l'extérieur. Merci, Nicolas, pour ce rappel. Et ensuite, alors du coup, ça va un peu aussi avec le rapport d'activité, chose qu'on fait en fin de tournoi. On rentre du tournoi, on regarde soit que les matchs aient bien été rentrés, sinon on les rentre. Et derrière, on remplit son petit tableau des montants, des indemnités qu'on a touchées. Alors, pour la plupart, vous allez me dire, vous n'allez pas dépasser la franchise. Il y a la loi sur l'arbitrage qui protège un peu les arbitres et qui permet de ne pas payer d'impôts sur ce qu'on touche en dessous de la franchise, qui est de 6 800 € pour la nouvelle saison, 6 829 précisément. Tant que vous touchez des indemnités en dessous, vous avez juste à tenir à jour votre tableau. Si vous êtes au-dessus, à ce moment-là, il faut tout de suite prévenir la CRA et le département arbitrage de la FFT, parce que du coup, vous aurez 19% de charge qui sera déduit dessus. Mais alors, on ne parle bien que des indemnités. On ne prend pas en compte les frais de transport. Dans le tableau récapitulatif, il y a bien 2 catégories. La première pour les indemnités, une deuxième colonne pour rentrer les frais de transport et ce qui doit correspondre au montant total au bout de la ligne que vous avez touché pour le tournoi. Donc, même si vous ne dépassez pas, il est important de tenir ce tableau à jour, parce que déjà, chaque tournoi, pour vous régler les indemnités, a besoin de savoir à combien vous en êtes au niveau de la franchise. Donc, il faut remplir ce tableau-là et vous y échapperez surtout pas sur les grands événements, sur tous les challengers, à Roland-Garros ou quoi. À Roland-Garros, par exemple, vous devez envoyer le tableau. Donc, tenez-le à jour au fur et à mesure. C'est comme le rapport d'activité. C'est beaucoup plus simple d'y passer 2 minutes à chaque fin de tournoi que de devoir s'y mettre un coup en se disant « Oh là là, je ne sais plus où j'en suis ». Des questions, non, sur ça? Non, toujours pas. Alors, il y a oui, savoir si on parle en année civile ou en année sportive. Donc, je pense Pour que la c'est en année franchise, on sportive. parle en année civile. Civile, oui. Janvier, décembre. Janvier-décembre. Janvier, décembre. C'est tout. Donc, Impeccable. au niveau des trophées nationaux pour la saison 2026. Donc, cette année, ce trophée se déroulera du 14 au 17 mai pendant les phases finales des championnats individuels Senior Plus. Je sais que Mélissa est là, donc je pense, si tu es dispo, Mélissa, et si tu as envie, je peux peut-être te laisser le présenter. On ne voit pas la diapo. Ouais, on n'a pas la diapo, Benoît. Ah bon? Si vous Ah, m'entendez, c'est tout bon. je peux parler. Si vous m'entendez On bien. t'entend. C'est bon. Ok. Donc du coup, trophée régional de l'arbitrage qui comprend le TRJA et le TRSA, les deux ont lieu en même temps. La petite nuance est qu'on choisit les candidats pour le TNJA de la même année et les candidats du TNSA pour l'année d'après. La raison est simple, on a besoin de vous évaluer sur terre battue et les événements sur terre battue ont lieu trop tard pour pouvoir choisir des candidats pour l'année N. Donc, on est obligé de choisir des candidats pour l'année N+1. Et ça permet aussi de vous préparer comme il faut et de vous laisser le temps pour l'année d'après.
Benoît a donné les dates. Donc, c'est pour tous les arbitres A1 ou A2, chez les jeunes nés entre 2009 et 2011, et chez les adultes, tous les arbitres A1 ou A2 nés après 2002. Normalement, c'est vos comités qui désignent des candidats et qui nous les transmet à Benoît, Benoît, Antonin ou moi. Et après, effectivement, s'il nous reste des places, parce que pas tout le monde a candidaté, vous avez sûrement dû voir passer ces mails du service compétition pour vous inviter à candidater, sous réserve que votre président de CDA est d'accord pour cette candidature. Mais voilà, normalement, le process, c'est que chaque comité choisit ses candidats pour nous envoyer à la Ligue en fonction des comités. Donc, les gros comités qui sont le 13, le 06, le 83, ils ont droit en théorie à 3 candidats. Et les plus petits comités qui sont le 04, le 05 et le 84 ont droit à 2 candidats. C'est la théorie, chaque année, on s'adapte en fonction des candidatures. Là, ça fait 2 ans qu'on tourne autour de 15 candidats et vous êtes logés pendant tout le week-end aux alentours de la Ligue. Et donc, vous officiez sur les seniors plus les phases finales et vous serez évalués tout au long du week-end. Donc, moi, je suis la responsable, mais je suis tout le temps accompagnée d'informateurs différents chaque année. Le service compétition aussi est là. Vincent Bussert est le juge arbitre de la compétition avec Michael Benoît. Et donc, l'idée, c'est avant tout de passer un bon moment, de créer un groupe d'arbitrage. J'ai vu que certains candidats des années passées étaient dans ce groupe. Donc, vous pouvez envoyer vos messages si vous avez trouvé que c'était une bonne expérience. Mais voilà, l'idée, c'est avant tout de créer un événement dans la Ligue, de passer un bon moment, de découvrir un peu ce que c'est le monde d'arbitrage fédéral, j'ai envie de dire. Donc, tout ce qu'a décrit Aurélie, les ITF juniors, les challengers. Voilà, on vit un petit peu en autarcie pendant ces tournois-là, et c'est ça qui est marrant. Donc, on essaie de recréer un peu ces conditions-là. Et puis après, évidemment, il y a toujours l'enjeu, c'est pour ça que c'est un trophée, il y a toujours l'enjeu de choisir des candidats pour les trophées nationaux. Et rien ne vous empêche de participer plusieurs années d'affilée. Par exemple, cette année, le lauréat du trophée régional junior était Thomas Duspiva du 06, qui a participé au trophée 3 années de suite, ce qui lui a permis d'évoluer et d'avoir le niveau cette année pour être choisi pour le TNJA. Si vous avez des questions. En tout cas, je sais qu'on a beaucoup de gens qui au début arrivent, savent pas trop, est-ce qu'ils ont envie de le faire ce week-end, etc. Et en général, ils ressortent tous enchantés, ils ont fait des copains, des copines, ils ont tous fait du lien et ils ressortent tous super contents de ce week-end. Je sais pas si on a des candidats de cette année. Tout à l'heure, j'ai vu des noms passer, je veux pas les désigner parce qu'ils veulent peut-être pas parler, mais s'il y en a un qui veut me parler un peu de son expérience de cette année ou des années précédentes, qu'il n'hésite pas à se montrer et à en parler un petit peu. Olivier a levé la main. C'est un candidat. Ouais. Je voulais juste dire que donc, je remercie Elissa pour l'énorme travail qui est fait sur ce trophée. Et je voudrais juste dire à tous les arbitres qui pourraient y participer, c'est vraiment un très, très bel événement. C'est un des plus gros événements que l'on a, nous, en interne ligue, où l'on peut retrouver sur quelques jours et d'arbitrer ces matchs-là. Et vraiment, il ne faut pas passer à côté. Aujourd'hui, comme ça a été dit à l'avance, tous ceux qui ont participé ressortent de là vraiment en disant c'était un super événement. Il y a vraiment un lien qui se forme entre tous ces arbitres. Il y a des formateurs qui sont là pour faire progresser. Donc vraiment, c'est un très bel événement et il était un petit peu au point mort il y a 5-6 ans et Elissa a réussi à vraiment en faire aujourd'hui un super événement. Donc, je refais de la pub pour ça. Voilà. Merci Olivier. Alors,
Si vous le permettez, avant de poursuivre, il y a une question qui doit se rapporter à la franchise, je pense, de Sébastien, mais où trouve-t-on le tableau? Mais je ne vois pas de quel tableau il parle. Est-ce que tu Je peux... Eh pense que bien, c'est le le tableau tableau des Oui, pour je le pour suis tableau présent, enregistrer, de pardon. pour Bonsoir tout le enregistrer. monde. Je suis présent Ouais. pour répondre à ta question. En fait, c'est le tableau de suivi. J'ai pas eu, moi, cette année, de tableau sur le nombre de chaises faites, de lignes faites. Et du coup, si on me le demande, je ne sais pas si c'est à moi de le faire via un Excel ou s'il y a déjà un tableau qui est déjà Existant. pré-rempli à pré-remplir en fait. C'était ça ma question, savoir s'il y avait un tableau qui était déjà pré-rempli ou si c'était à moi de le faire et de l'envoyer au besoin. Eh bien, alors, pour le rapport d'activité, on a vu, c'est tout en ligne, ça se fait. Et pour le tableau, pour la franchise, ce qu'on va faire, c'est que quand on va vous envoyer la présentation, là, dans le mail, on va en mettre, il y a un tableau tout fait qui existe, un tableau Excel qui est tout prêt. Il y a juste à rentrer, du coup, le nom du tournoi, les dates, le montant, ce qu'on a touché en transport, en indemnité. On va le joindre à l'envoi, comme ça, tout le monde en aura un pour le remplir. Ok, super, parce que cette année, je l'avais pas vu et en toute franchise, je savais pas qu'il existait. Non, non, bah, c'est fait pour aussi. Là, Mhm. cette formation-là est faite pour ça aujourd'hui. Voilà, si on peut Super. Et du aider coup, les pour pouvoir officiels. interagir avec le Jean-Claude Thomas, j'ai eu la chance de pouvoir le faire cette année. Effectivement, comme je rejoins ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est extrêmement formateur. Effectivement, Mélissa est d'une protection, mais aussi d'une justesse dans l'accompagnement de chaque candidat. Je pense aussi qu'il y a une sélection sur les matchs qu'on arbitre. Je pense qu'il y a des matchs qui sont un peu plus durs, donc c'est des gens qui ont un peu plus d'expérience, et des matchs qui sont un peu plus simples à arbitrer. Ça a été mon cas cette année où j'avais pas confiance en moi, où il y avait encore quelques petites lacunes à corriger. Et c'est vrai que ce week-end-là a été extrêmement formateur. Et m'a aidé aussi à prendre un peu plus confiance en moi et puis à corriger mes erreurs. Donc effectivement, ce challenge est très intéressant, formateur. Au-delà de la récompense de Roland Garros senior, c'est un moment de partage, d'union j'allais dire fraternité aussi. Merci, merci Sébastien pour ton témoignage. Bah, de rien. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, Olivier, tu avais bien conclu. C'était à ton tour de parler après les trophées nationaux et tu as fait une belle conclusion pour promouvoir les trophées de l'arbitrage. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres choses à évoquer, Olivier, pour Non. terminer cette visio. Non, Mais mais si du coup, vous avez des questions, c'était n'hésitez pas pas. forcément voulu, mais voilà. Non, mais Et, c'est bon, je te et laisse conclure, pas de souci. Et pour ceux qui ont encore 10 petites minutes devant eux, je vous conseille de rester. On vous a prévu, comme l'année précédente, un petit jeu pour terminer et pour réviser un petit peu les règlements, parce que ça fait jamais de mal de revoir quelques règles du tennis. Donc on va vous faire un petit caout pour ceux qui connaissent. Donc c'est des quiz en ligne. Vous avez juste à sortir votre téléphone et je vous amène sur la page tout de suite. Il y en a qui ont des impératifs, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du bonus. Si vous avez la capacité de rester, c'est top. Pour ma part, je vais devoir vous abandonner. C'était un plaisir d'animer cette petite réunion, formation, avec des rappels un peu pour chacun. Ça dépend vraiment de votre niveau, je pense, les infos que vous avez pu en tirer, mais c'est avec Tu vas plaisir. faire du N'hésitez test, pas. Aurélie. Ah, je vais pas avoir le temps, Ouais, mais c'est pour ça, ouais, excuse. mais Un grand merci à toi, Aurélie, pour avoir fait le Merci, boulot Aurélie. de préparation et de ce soir. C'est pas évident quand on travaille, Juste, donc merci beaucoup. excusez-moi, Vas-y, Karine. en se penchant avec Cécilia sur les règlements Senior Plus, on a vu qu'il y avait une petite modification. Alors, c'est pour ceux qui vont arbitrer en Senior Plus pour les catégories où il y a une pause de 10 minutes. Alors, je vais faire la belle, c'est l'article 14 des règlements sportifs. Les soins, 2026.
Ouais, c'est précis, ouais, parce que je l'ai vu hier soir, donc je m'en souviens. Les soins et le coaching est autorisé pendant cette pause désormais. Voilà, c'était juste une petite aparté. Très bien, merci beaucoup Karine pour l'information. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la chance de faire une pause de 10 minutes entre le deuxième et le troisième set, mais voilà, effectivement, si ça vous arrive, ben, le règlement a évolué. C'est en format 1, bien sûr. En format, évidemment. Mm. Allez, je vous partage la page du Kahoot. Merci Aurélie, si tu dois y aller. Merci bien. Bonne Merci soirée à beaucoup, tous. hein, et Amusez-vous merci bien. encore, hein, Et puis, pour tout le travail. au plaisir de vous croiser sur un événement dans la ligue ou autre part. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée, Alors, merci. il vous suffit de scanner le QR code. Pour ceux qui n'ont pas de quoi flasher le QR code, vous rejoignez l'adresse www.kahoot.it et vous rentrez le code PIN que vous voyez. Ils vont vous demander un pseudo pour vous inscrire. Alors, à vous de voir si vous voulez être reconnu ou non. Je laisse quelques minutes pour que vous ayez le temps de vous inscrire. Et ensuite, on va démarrer. Ne vous inquiétez pas, on ne garde pas les scores. Enfin, c'est vraiment du loisir. Il n'y a pas de stress, hein. 2, 3. Je vais réduire ça, je sais pas. Est-ce que tout le monde a réussi à s'inscrire dans le chat? S'il y en a qui ont des soucis, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. Si Antonin ou quelqu'un peut vérifier le chat, je ne peux pas le voir moi en même temps. Moi, c'est pareil, je vous laisse, Benoît, Merci. finissez bien les Merci impératifs Olivier. familiaux. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Salut Olivier. à tout le monde. Au revoir. Allez, j'enlève le QR code. À peu près une quinzaine d'inscrits. Il n'y a pas de nouveaux inscrits, je vais pouvoir lancer. Allez, c'est parti. Donc, il y a des questions de test pour commencer. Donc, combien de comités compose la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur? Donc, il vous suffit de cliquer sur la bonne réponse. 8, 2, 6 ou 4. Attention de ne pas mettre votre téléphone en veille, parce que si jamais votre téléphone se met en veille, vous ne pouvez plus répondre. Effectivement, il y a 6 comités. Donc 06, 04, 05, 06, 13, 83 et 84. Pour l'instant, il n'y a pas de points, c'est normal, c'est des questions test. Question à curseur. Donc là, vous allez devoir placer votre curseur pour répondre à la question. Donc, sur quelle saison sportive jouons-nous actuellement? « 14 réponses sur 14, donc c'est bon, tout le monde a répondu. Alors, on a du 2025 et du 2026. Ah bah, il y a une erreur. La question test a été reprise de l'année dernière. Donc, c'est bien 2026. Effectivement, on joue sur l'année sportive 2026. À partir du 1er septembre, on passe sur l'année sportive suivante. Pas de points de toute façon, donc ça n'a pas d'influence. Alors, quelle est la première étape d'une inspection de trace? Est-ce qu'il faut garder la trace dans les yeux? Est-ce qu'il faut pointer la trace? Est-ce qu'il faut donner sa décision au joueur ou descendre de la chaise lentement? La première étape. Vous êtes sur un match sur terre battue, une balle proche de la ligne, un joueur vous demande de descendre. Quelle est la première action à faire? Eh bien, la majorité a bien répondu. Effectivement, c'est d'abord garder la trace dans les yeux. Parce que si vous descendez de la chaise et que vous n'avez pas gardé la trace dans les yeux, vous n'allez pas la retrouver. Alors, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Donc là, on voit que c'est Kevin qui a répondu le plus vite,
qui prend donc la première place. Question curseur. Quelle est la hauteur du filet de tennis en son centre, en mètres? Il manque 2 réponses. Plus qu'une. « 1,94 m. Non, c'était un peu trop long. On est bien sûr du... Et il nous fait des feintes, le curseur. On est bien sur du 0,914 pour le terrain de tennis. Alors pareil, si vous avez répondu approximativement, vous avez des points, mais si vous avez répondu juste, vous avez plus de points. Pas de changement dans le classement, on continue. Si une joueuse se rend en toilette avant le tirage au sort, il lui restera donc une sortie toilette. Vrai ou faux? On est bien sur du règlement FFT. Et donc, c'était faux. Une joueuse a le droit à 2 sorties toilettes. Donc, si la sortie toilette est prise avant le tirage au sort, cela ne compte pas dans les 2 sorties toilettes autorisées. Donc, il fallait répondre faux. On continue. Donc, quelle annonce est correctement faite parmi les suivantes? La dernière manche se jouera sous la forme d'un 7 en 10 points. Mesdames, messieurs, le soigneur arrive. Violation du code de conduite, avertissement Madame Vasnex. Jeu Pisoni. Pisoni mène 1 jeu à 0. Alors, il y a une erreur parce que j'ai corrigé cette question cet après-midi et la correction n'a pas été enregistrée. Donc, il n'y a aucune réponse qui est juste. Donc, dans toutes les questions qui sont là-dessous, il n'y a aucune réponse de juste. On ne dit pas, donc là, c'était la verte qui a été mise, mais on ne dit pas mène 1 jeu 0. Si c'est le premier jeu de la partie, on va dire premier jeu. Martin Alonso s'en sort bien. Quelle information est fausse? Un arbitre peut avoir un compte sur un site de paris sportif. Un arbitre doit avoir une vision à 10 sur 10 pour officier. Un arbitre est interdit de boire un verre d'alcool la veille d'un match. Un arbitre ne doit pas poster de photos de tournoi pendant le tournoi. Et donc la réponse fausse, la phrase fausse était donc la jaune, effectivement. Un arbitre n'est pas interdit de boire un verre d'alcool la veille d'un match. Ça va dépendre du temps entre le moment où il consomme son verre et le moment où il officie. Donc beaucoup ont mis bleu. Et non, c'est faux. Un arbitre doit avoir une vision à 10 sur 10 pour officier, que ce soit corrigé ou non. Enfin, en tout cas, il doit avoir 10 sur 10. Donc, s'il n'a pas 10 sur 10, il doit avoir des lunettes ou porter des lentilles pour avoir 10 sur 10. On continue. Après avoir servi sa première balle, le serveur lance derrière lui la deuxième balle qu'il avait dans sa main. Le point continue, on applique le code de conduite, on fait rejouer le point, le serveur perd le point. Il y a eu, donc beaucoup ont fait rejouer le point et là, sinon la bonne réponse, oui, c'était bien, le serveur perd le point. Effectivement, à partir du moment où le lanceur lance la barre derrière lui, on estime que c'est volontaire et toute gêne volontaire est sanctionnée, donc le serveur perd le point. Donc là, c'est un acte volontaire du joueur, donc ça peut potentiellement causer une gêne pour son adversaire et donc le serveur perd le point. Quelles sont les étapes du code de conduite? Je vous laisse lire tranquillement.
La bonne réponse était la jaune. Bravo. Tout le monde a trouvé la bonne réponse. C'est serré en haut du classement entre Greg et K. Vous avez changé vos balles à 4-3 et vous perdez 2 balles. Quel type de balle remettez-vous en jeu à 6-3? Des balles neuves ou des balles usagées? Effectivement, on met des balles neuves. Les balles ont joué 2 jeux, mais pas point de plus. Donc, on remet encore des balles neuves. Par contre, si on avait joué le premier point, on devait mettre des balles usagées. K qui prend la tête du classement. Comment annoncez-vous ce résultat? 11 Jabber gagne 6-2, 4-0. Abandon contre Elina Svitolina. Je vous laisse lire les réponses tranquillement. Alors pour ceux qui ont suivi, c'est un règlement qu'on a parlé l'année dernière lors de la visio pour ceux qui étaient présents. Ça a été un changement de règlement. On n'annonce plus le jeu 7 et match sur un abandon parce qu'il n'y a pas eu 7 et il n'y a pas eu match. Donc désormais, on annonce que le joueur remporte la partie et on annonce le score. Pourquoi ce n'est pas la jaune? On ne va pas annoncer 2 manches à 0 car il n'y a pas eu 2 manches, il n'y a eu qu'une manche et 4 jeux joués dans les deuxièmes. Et donc, comme j'expliquais, le jeu 7 et match ne se dit plus. Alors, ça se dit encore, hein, vous inquiétez pas, ça s'entend encore, mais en tout cas, les règlements ont changé et on ne doit plus l'annoncer. Un joueur de tournoi Open a le droit à 25 secondes entre 2 points. Donc, si demain vous arbitrez une finale de tournoi dans votre club, est-ce que le joueur a le droit à 25 secondes entre 2 points? Et c'est faux, effectivement, la majorité vous avez trouvé. On n'a pas de temps au niveau FFT, on parle de continuité de jeu. Donc pourquoi il dit ça? Parce que s'il y a eu un rallye et que éventuellement les joueurs ont pris un peu plus tous les deux, ils ont été à leur serviette, etc., ça peut potentiellement faire plus que 25. Donc il n'y a pas les règles des 25 secondes comme sur le circuit. Pour la première fois de la partie, un joueur fait tomber sa raquette en faisant un coup droit. Enfin, sa casquette, pardon, en faisant un coup droit. C'est la première fois que ça lui arrive. Je ne sais pas ce que je fais. Le joueur perd le point, on rejoue le point ou le point continue. Bravo à tous, on rejoue le point effectivement. Là, on est dans le cas d'une gêne involontaire. Donc, on va rejouer le point, mais on va prévenir le joueur que si ça arrive une prochaine fois, que ce soit la casquette ou une balle qui tombe de la poche, il sera sanctionné et il perdra le point. Attention, plus que 5 questions. Question curseur. Quelle est la hauteur du filet de paddle? Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont être contents d'avoir cette question. Ah, on a pas mal de choses différentes. Eh oui, c'est bien 0,88 et non 0,80. Bravo aux 2 personnes qui ont répondu. Pas une question facile. Au paddle, comment appelle-t-on un smash qui sort du terrain par la grille du fond? Donc la grille que vous voyez qui est derrière le joueur. Si la balle sort par là, est-ce qu'on appelle ça une bandera, un par 4, un smash gagnant ou un par 3? On appelle ça un par 4 et non un par 3. Le par 3, c'est si ça sort sur la grille du côté. Par contre, si sur la grille du fond, on dit un par 4. Pourquoi? Tout simplement parce que la hauteur mesure 4 mètres en fond et 3 mètres sur les côtés. La bandera est un coup, pour ceux qui se sont fait piéger, c'est un coup de paddle.
Après une course, un joueur casse le lacet de sa chaussure en glissant. Le point se termine. Il n'est pas prêt à jouer 30 secondes après la fin du point. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le juge arbitre pour prendre une décision. Vous lui accordez un délai raisonnable pour changer son lacet. Vous le sanctionnez dans le cadre du dépassement de temps intentionnel ou vous le sanctionnez dans le cadre du dépassement de temps non intentionnel. La majorité au trouvé, donc on lui accorde un temps raisonnable. Pourquoi on ne le sanctionne pas? Parce que là, dans ce cas-là, il a cassé son équipement de manière involontaire. C'est pareil si, à un moment donné, sur une course, il s'attrape sur le grillage, son t-shirt se déchire, ça sera involontaire. On lui accordera un délai raisonnable pour changer l'équipement. Par contre, si le joueur d'énervement déchire son t-shirt parce qu'il a perdu un point, là, on ne lui accordera pas de délai raisonnable parce que ça sera volontaire. Il aura abîmé volontairement son équipement. Après une chute, un joueur souffre de douleur au coude. Il demande le kiné au prochain changement de connaît. Le kiné fait son diagnostic. Est-ce que le joueur, il n'aura pas le droit de s'arrêter? Il pourra bénéficier de 30 minutes de traitement. Il pourra bénéficier de 3 minutes de traitement ou il pourra bénéficier de 5 minutes de traitement. Il a des douleurs au niveau du coude. Effectivement, c'est 3 minutes. Donc, on a bien 3 minutes de traitement qui sont autorisées pour une blessure. On va parler de 5 minutes si déjà, principalement s'il y a du saignement, on va pouvoir étendre à 5 minutes, ou si le juge arbitre estime qu'on peut étendre le temps, qu'il y a besoin d'étendre le temps, c'est le juge arbitre qui pourra prononcer une extension du temps, mais sinon le traitement c'est bien 3 minutes. Dernière question. Alors attention, là c'est une question actualité. Donc là, on va voir si vous suivez le tennis. Quelle est la joueuse qui est allée le plus loin dans le tableau principal de Roland-Garros 2025? Caroline Garcia, Barbara Gracheva, Loïs Boisson ou Elsa Jacquemot? Bonne réponse pour la majorité. Loïs Boisson a été plus loin. La personne qui a répondu Elsa Jacquemot, dommage. Mais Loïs Boisson a joué contre Elsa Jacquemot et a remporté le match 7-5 ou 7-6 au troisième set, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va pouvoir voir le résultat. Première place, Martin Alonso. Deuxième place, Craig. Non, pardon, j'ai fait dans le sens inverse. Troisième place, Martin. Deuxième, Craig. Et première place pour K. Félicitations à tous. Quatrième et cinquième, on voit Elias Placido et Jean-Mi du TCC. Voilà. La visio est terminée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions vite fait par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat, enfin dans le Kahoot. Si vous voulez, on peut prendre le temps d'y répondre. Et sinon, on va vous souhaiter tout simplement une bonne soirée.